Bonjour et bienvenue sur Huntington Podcast, le podcast dédié à la maladie de Huntington. Je suis Thomas et j'aide mon père depuis plus de 10 ans au quotidien. J'ai décidé d'aller à la rencontre de personnes inspirantes, malades, aidants, porteurs, personnels du corps médical, pour nous aider à comprendre et mieux vivre avec cette maladie. Tous nous expliquent les différentes étapes par lesquelles ils passent et comment ils avancent et continuent dans la vie. Ce podcast soutient l'association Huntington France, présente sur tout le territoire. Elle s'occupe de faire connaître la maladie, de financer la recherche médicale et d'accompagner les malades et leurs familles dans toutes les étapes. Je vous conseille vivement d'y adhérer pour recevoir les dernières actualités. Vous retrouverez le lien du site internet dans la description de l'épisode. Bonne écoute à tous. Bonjour Lorraine. Bonjour Thomas. Bienvenue sur Huntington Podcast. Merci de prendre du temps pour discuter de ta thèse. Avec plaisir. Je vais te laisser te présenter dans quelques instants, mais pour expliquer aux auditeurs, tu as fait une thèse sur la maladie de Huntington et on va rentrer pendant ces quelques minutes plus en détail dans ta thèse et tu vas nous expliquer en quoi ça consiste. Est-ce que pour commencer, tu peux te présenter ? Oui, donc moi je m'appelle Lorraine Abjean, je suis actuellement ce qu'on peut appeler une jeune chercheuse. Comme tu as dit, ça fait 3 ans que j'ai fini ma thèse. La thèse, c'est aussi 3 ans d'études dans un laboratoire. Et en fait, je l'ai fait sur effectivement la maladie de Huntington. Et là, depuis que j'ai fini ma thèse, je travaille toujours sur les maladies neurodégénératives, mais d'autres maladies que Huntington, sur des maladies comme Alzheimer, Parkinson, et dans un laboratoire pharmaceutique. Donc en fait, si je comprends bien, c'est que juste avant de travailler là, tu as fini ta thèse a duré 3 ans. Et ma toute première question, c'est comment on en arrive à choisir la maladie de Huntington pour faire sa thèse ? Donc j'ai fait des études en biologie et après à la fin je me suis spécialisée en neurosciences. Mais j'avoue que je n'avais pas beaucoup entendu parler de la maladie de Huntington, mais à la fin de nos études on doit faire un long stage de recherche. Je voulais travailler sur les maladies neurodégénératives, donc j'ai cherché les laboratoires à côté de Paris qui travaillaient sur ce sujet. J'ai trouvé le laboratoire des maladies neurodégénératives à Myrsène qui est au CEA de Fontenay-aux-Roses. Et j'ai rencontré le docteur Carole Escartin qui m'a proposé un sujet sur la maladie de Huntington. Et en fait, ça m'a tout de suite plu. Notamment le fait que c'était une maladie pas très connue, qui est considérée comme rare, mais ça me plaisait de travailler aussi sur des maladies moins connues que Alzheimer, Parkinson, mais qui sont aussi importantes. Et justement, parce que moi je me dis toujours comment les chercheurs sont sensibilisés justement à une maladie comme Huntington qui, comparée à Alzheimer, a beaucoup moins de personnes qui sont touchées, beaucoup moins d'associations ou d'argent qui sont mis sur la table pour communiquer. Et donc, est-ce que dans le monde des chercheurs, c'est les petites maladies comme Huntington, c'est courant de faire des thèses dessus ? Oui, je pense qu'il y a un large panel de maladies qui sont étudiées, même des maladies beaucoup plus rares que Huntington. En fait, après, c'est suivant les préférences des chercheurs, où ils se retrouvent dans quel labo, les thématiques des laboratoires. Il y a des chercheurs qui travaillent sur des protéines très peu connues, qui ne sont pas forcément présentes dans des maladies, mais vraiment, c'est suivant l'intérêt des chercheurs, où ils se trouvent. Et puis, par exemple, moi, où j'ai fait ma thèse, dans l'équipe de Carole Escartin, elle travaille sur la maladie de Huntington, mais aussi sur la maladie d'Alzheimer. Donc, ils peuvent avoir plusieurs sujets. Et en fait, comme ces maladies ont des différences, mais aussi des similitudes, ça se rejoint sur certains aspects. Ouais, j'imagine. Et justement, d'après toi, moi, on va dire que là, je me mets à la place de l'association de Huntington, mais comment l'association pourrait davantage sensibiliser les chercheurs, faire parler de la maladie pour que les chercheurs travaillent dessus ?
En finançant des projets, par exemple. Non, je pense que enfin, Mhm. si d'autres chercheurs voient que des sujets de recherche ont été financés par des associations, ils peuvent s'intéresser, donc en communiquant sur leur intérêt à financer de la recherche aussi. Mhm. Ok. Donc, ouais, en effet, dans l'association Huntington, il y a un comité scientifique qui s'occupe de faire ça, de trouver des projets pour que l'association les finance. On commence, on va parler de Oui, astrocytes. c'est Je te laisse commencer, Lorraine. Est-ce que tu peux nous expliquer sur quoi portait ta thèse? ma thèse portait effectivement sur l'étude des astrocytes dans la maladie de Huntington. Et qu'est-ce que c'est les astrocytes? En fait, dans le cerveau, il y a des cellules qu'on appelle les neurones qui communiquent entre elles et qui se font passer un message pour, à la fin, faire une action, pour que notre corps fasse une action. Donc, soit l'action de penser, enfin, tout est régi par cette communication entre les neurones. Et en fait, autour des neurones, il y a d'autres cellules qui permettent à ces neurones de bien fonctionner et de bien se faire passer le message. Ces cellules, on appelle ça des cellules gliales. Il y a différents types de cellules gliales, suivant, elles ont des spécificités dans leur fonction. Donc, dans ces cellules gliales, il y a les astrocytes. Et donc, les astrocytes, ils portent ce nom parce qu'elles ont une forme étoilée. Mhm. Et donc, ouais, ces astrocytes permettent de nourrir les neurones, de les protéger, donc que tout fonctionne bien. Mhm. En fait, en conditions pathologiques, donc ça peut être une infection dans le cerveau, un traumatisme ou des maladies chroniques comme la maladie de Huntington. Le cerveau réagit, donc il y a des neurones parfois qui meurent, mais les cellules gliales réagissent aussi. Et les astrocytes, ils changent d'état pour réagir à cette condition pathologique, ils changent d'état et ils deviennent ce qu'on appelle réactifs. Et donc moi, j'ai étudié l'impact de ce changement d'état, de cette réactivité dans la maladie de Huntington. Parce qu'on sait que quand ils deviennent réactifs, ces astrocytes, ils changent de morphologie, deviennent plus gros. Il y a aussi tous des changements dans l'expression de leurs gènes qui va impliquer des changements de fonction, mais on ne comprend pas bien ces changements de fonction des astrocytes réactifs. Et donc, c'était ça le but, de comprendre ce qui se passe dans les astrocytes quand ils deviennent réactifs et quel est l'impact du changement de leur fonctionnement, de leur fonction dans la maladie de Huntington. C'est plutôt pathologique, donc est-ce que c'est plutôt délétère pour la pathologie ou est-ce que ça serait plutôt une réaction bénéfique? Donc c'était ça le but de ma thèse. J'ai cru lire dans ta thèse que justement d'autres études avaient montré, d'autres études, on va dire, qui a été faites il y a de nombreuses années, ont montré que soit ça n'avait aucun impact, ou ça ne servait à rien. Et pourquoi toi tu t'es dit, bah si finalement on pense que l'astrocyte peut avoir un rôle? En fait, oui, c'est ça. C'est que bon, c'est toujours compliqué dans le cerveau, et puis de manière générale en biologie, d'étudier un type cellulaire en particulier. Mhm. Il y a de plus en plus quand même de techniques de laboratoire qui sont développées pour vraiment étudier spécifiquement des cellules, mais c'est toujours compliqué. Les études qui avaient été faites avant montraient souvent que soit effectivement les astrocytes n'avaient pas vraiment d'intérêt ou avaient plutôt leur fonction changé et étaient plutôt déficientes dans la maladie de Huntington. En fait, toutes ces études ont été faites majoritairement, c'est ce qu'on fait en laboratoire parce qu'on ne peut pas étudier le cerveau humain comme ça. Donc on utilise des modèles animaux qui permettent de reproduire une partie de la pathologie et de mieux la comprendre. Ok. Et dans ces modèles animaux de la maladie de Huntington, le problème c'est que ces astrocytes ils deviennent pas vraiment réactifs ou peu réactifs en fait. Donc on voyait une diminution des fonctions des astrocytes, mais sans qu'elles soient vraiment liées à la réactivité astrocytaire. Et donc nous, ce qu'on a fait pendant ma thèse, c'est qu'on a en fait ciblé ces astrocytes pour les rendre réactifs spécifiquement dans les modèles animaux de la maladie de Huntington et voir l'impact de ces astrocytes qu'on rendait réactifs.
sur la pathologie. Et donc, ça nous a permis vraiment d'étudier vraiment l'impact de la réactivité astrocytaire, ce qui n'avait pas forcément été possible avant. Ok, tu vas nous expliquer donc ce que tu as découvert. Le nombre d'astrocytes réactifs, est-ce qu'il est limité? Est-ce qu'ils peuvent tous devenir réactifs? Oui, ils peuvent tous devenir réactifs. En fait, on observe au fur et à mesure de la maladie. Ça a été fait aussi chez l'humain. On voit dans le cerveau humain de patients atteints de la maladie de Huntington que les astrocytes sont devenus réactifs. Et suivant le grade de la pathologie, on a de plus en plus d'astrocytes réactifs. Et dans des régions de plus en plus étendues du cerveau. Il n'y a aucun retour en arrière possible. Quand ils sont réactifs, ils ne peuvent pas revenir en arrière. En conditions normales, dans la vie en général, non. Okay. Quand ils sont réactifs. Enfin, il y a quelques états transitoires, mais c'est pas la réactivité, nous, qu'on étudiait vraiment, la réactivité bien installée. Mais quand je te disais que on avait, par des techniques, rendu réactifs les astrocytes dans les modèles de la maladie de Huntington qu'on étudiait, on a essayé aussi de faire l'inverse, d'inhiber la réactivité astrocytaire pour voir les deux côtés, quand on active et quand on inhibe cette réactivité. En fait, dans notre corps, dans le cerveau, on a des cellules qui nous permettent de faire les actions. Et dans les cellules, pour agir, on a des protéines qui s'expriment. Et en fait, ces protéines, elles se parlent, elles communiquent entre elles pour faire les actions. On parle de voies de signalisation quand elles communiquent entre elles. Et c'est ces voies de signalisation qui permettent de faire les actions. Et donc, nous, on a ciblé certaines voies de signalisation, certaines protéines pour activer la cellule et donc activer les astrocytes. D'accord. Okay. Et à l'inverse, on a modifié des protéines pour inhiber la réactivité astrocytaire. Dans nos modèles animaux de la maladie de Huntington, on voulait étudier l'impact de la réactivité astrocytaire. Donc, on a rendu les astrocytes réactifs et on a regardé ce que ça faisait sur la maladie. Et on s'est rendu compte qu'en fait, quand on activait ces astrocytes, on améliorait certains aspects de la maladie. Dans la maladie, on sait que la protéine Huntington est mutée. Et quand elle est mutée, elle s'assemble entre elles et elle fait ce qu'on appelle des agrégats protéiques qui bloquent un peu la cellule. Et donc, on a remarqué que quand il y a des astrocytes réactifs, on diminue le nombre de ces gros agrégats de Huntington. Donc, ce qui est bénéfique. Et on a vu aussi par imagerie que certaines zones cérébrales qui normalement sont diminuées en taille dans la maladie de Huntington, là, n'étaient plus diminuées. Ce qui veut dire que quand tu les rends réactifs, cela permet de ralentir le développement de la pathologie? Ça améliore, oui, des fonctions. Oui, ça améliore certains aspects de la maladie. Oui. Et donc, ça a plutôt un rôle bénéfique. Donc, ça a plutôt un rôle bénéfique. Et est-ce que tu peux tous les mettre réactifs? Est-ce que tu peux contrôler, en fait, ce développement? Alors, nous, ce qu'on faisait, donc moi, je travaillais chez la souris. La région cérébrale atteinte dans la maladie de Huntington, c'est ce qu'on appelle chez l'humain codéputamène, et ce qu'on appelle chez la souris, c'est le striatum. Et donc, nous, on a pu cibler cette région atteinte dans la maladie de Huntington, donc le striatum chez les souris, pour activer seulement certains astrocytes de cette région. Okay. On ne peut pas activer tous les astrocytes de tout le cerveau. D'accord. Ça serait compliqué. Avec la technique qu'on utilise, en tout cas, non. Mais tu peux localiser? Oui, parce qu'on injecte l'activateur spécifiquement dans une région du cerveau, dans la région qu'on veut. Et donc ça, tu as réussi à le faire sur une souris? Ça a fonctionné. Et c'était quoi l'étape d'après? En fait, l'étape d'après, c'était... moi, je suis toujours dans un laboratoire de recherche, donc c'était de comprendre mieux la maladie. Et donc, c'était de comprendre comment cette réaction positive bénéfique se passait vraiment dans le cerveau. Qu'est-ce que ça impliquait et comprendre comment cette
cette réaction bénéfique agissait en fait. Parce que je pense que ta question, c'est un peu, et chez l'humain, après, est-ce que ça peut s'appliquer Donc, comme nous, on l'a fait chez la souris, non, c'est trop compliqué pour le faire chez l'humain. Par contre, ce qui peut en découler, c'est que finalement, on cherchait souvent avant à cibler seulement les neurones, parce que c'était les cellules délétères, c'était les cellules qui mouraient dans la maladie de Huntington. Et finalement, agir sur les cellules autour qui permettent aux neurones de bien fonctionner, ça pourrait aussi être bénéfique pour des futurs traitements. Est-ce que, selon toi, ça serait possible de programmer, créer, synthétiser des astrocytes réactifs pour, en fait, nettoyer la Huntington? Je pense que oui, ça serait possible. Après, ça, je pense qu'il faut faire attention parce que nous, on a ciblé, comme je te disais, une voie de signalisation, enfin des protéines bien spécifiques dans les astrocytes, mais c'est une réaction assez globale. Donc, je pense qu'il faudrait, chez l'humain, cibler ces astrocytes, mais cibler une fonction spécifique de ces astrocytes. On ne pourrait pas utiliser la technique qu'on a, nous, utilisée. Enfin, je pense que c'est possible de faire une thérapie qui cible les astrocytes, de donner et qui cible une fonction bénéfique des astrocytes réactifs. Et de mettre si ta question c'est de mettre directement des astrocytes réactifs dans le cerveau, ça me semble plus compliqué. Et c'est une réaction complexe et donc j'aurais peur des effets secondaires. Ta thèse que tu as terminée, donc selon toi, c'est positif ce que tu as trouvé? Oui, je pense que ce qui est nouveau et positif pour la maladie de Huntington, c'est qu'on a pu comprendre mieux l'impact de cette réactivité astrocytaire et de ces cellules qui deviennent réactives dans la maladie de Huntington. Nous, on l'a étudié chez la souris, mais qui se passe aussi chez l'humain, et que finalement, ça a un impact positif sur certains aspects de la maladie. Ok. Donc, c'est une nouvelle voie thérapeutique qui pourrait être envisagée, de cibler ces cellules. En tant que chercheuse, c'est quoi, une fois que tu as fait cette thèse et que tu as trouvé quelque chose d'intéressant, une piste à creuser, c'est quoi la prochaine étape qui pourrait être intéressant de creuser? Ton travail, mais c'est est-ce ça. qu'il peut passer, je sais pas, dans les mains de quelqu'un d'autre pour passer à une étape supérieure? Oui, en fait, l'idée, c'est que les travaux de chaque laboratoire s'associent pour mieux comprendre la maladie, pour mieux comprendre comment on pourrait la traiter, et en fait, de passer de plus en plus de ce qu'on appelle translationnel et d'aller de plus en plus vers l'humain, en fait, et vers un traitement potentiel. C'est le but de toutes les recherches, en tout cas sur les maladies humaines, en fait. Et si la communauté Huntington voudrait aller plus loin, qu'est-ce qu'elle peut faire? Là, du coup, j'ai regardé le site de l'association juste avant le podcast et j'ai vu qu'il y avait une autre thèse dans le même laboratoire où j'ai fait ma thèse qui avait été financée et qui justement étudie aussi les astrocytes, mais les astrocytes qui viennent de cellules humaines et qui regardent si on réduisait l'expression de la protéine qui cause la maladie, donc la Huntington, dans ces astrocytes, quel serait l'impact. Donc ça, c'est vraiment encore plus une étape au-dessus vers le traitement pour la pathologie humaine. C'est à moi de faire la suite dans un prochain épisode. C'est ça. Est-ce que tu veux ajouter autre chose, Lorraine? De croire en la recherche, que le financement de tous ces travaux de thèse, de tous ces travaux de recherche sont bénéfiques, que ça nous permet de mieux... Même si c'est, je comprends, difficile de voir tout de suite l'impact direct de ces recherches, mais ça nous aide à mieux comprendre la maladie de Huntington et donc d'envisager des nouveaux traitements pour cette maladie. Et tous ensemble, si on rassemble toutes ces recherches, je pense qu'on va y arriver un jour. Il faut avoir de l'espoir et donc que c'est utile. C'est pour ça, l'association est très active. Elle finance chaque année plusieurs thèses partout en France. L'argent, en effet, que donnent les adhérents, les dons que reçoit l'association, sont notamment et en grande partie pour la recherche.
Et on voit que c'est intéressant justement que les chercheuses et les chercheurs qui travaillent dessus viennent s'exprimer pour essayer de nous faire comprendre à quoi a servi l'argent et surtout quelles sont les prochaines étapes pour la recherche. Merci pour nous avoir expliqué ta thèse. S'il y en a qui veulent approfondir ta thèse, ils peuvent, si ça leur fait plaisir, lire ta thèse. Elle est disponible, donc soit contacter l'association Huntington France, soit ils peuvent te contacter toi, si jamais ils désirent Oui. en savoir un peu plus. Dans la description de l'épisode, je laisserai ton email. Comme ça, Oui, pas de souci. ils pourront te contacter. Donc, il faut s'accrocher. Ça fait 250 pages et c'est assez, c'est très scientifique, mais il y a également. C'est très détaillé. Et c'est très très détaillé, voilà. Moi, j'ai tout lu en quelques jours, donc vraiment, j'ai été courageux. Oui, très courageux. Non, moi, j'ai beaucoup travaillé avec le résumé que tu en as fait pour un article qui m'a très bien servi. Oui, et ce résumé est disponible aussi sur le site de l'association Huntington France et je pense que ça résume assez bien et plus simplement que ma thèse les travaux qui ont été financés. Merci Lorraine en tout cas pour toutes ces explications. Et on espère que tu trouveras encore plein d'autres choses au cours de ta carrière de chercheuse. Ouais, merci beaucoup. Merci Lorraine, à bientôt. À bientôt. Merci beaucoup d'avoir pris le temps d'écouter jusqu'au bout cet épisode. Je vous rappelle que l'association Huntington France est là pour vous et que la meilleure manière d'être informé de la recherche et de la prise en charge de la maladie, c'est d'adhérer à l'association. Merci à tous et à bientôt.